l'objet de Culture et Développement, c'est de contribuer à la prise en compte de la culture dans les processus et les programmes de développement et de le faire de façon concrète dans la vie de tous les jours. Art et culture sont des composantes ou des éléments liés qui se distinguent un peu. La culture étant beaucoup plus large, comprenant les coutumes, les usages, les langues, le droit et les arts. Mais dans culture, il y a éducation, il y a savoir, savoir-être, savoir-faire. Et ce qui est important par rapport à la citoyenneté, c'est comment la culture permet de libérer les gens en leur donnant, par exemple, accès à l'école, au savoir, à l'information, et en leur donnant la capacité de comprendre ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, et de savoir situer les choses les unes par rapport aux autres, donc de se libérer en quelque sorte. Deuxièmement, la citoyenneté, c'est d'une part des devoirs, mais c'est aussi des responsabilités, et c'est surtout aussi la capacité de prendre part à la vie de la communauté, à la vie de la cité. Alors, vous m'avez posé la question de la citoyenneté internationale. Il en est de même, c'est-à-dire quand, par exemple, dans notre action à Culture et Développement, nous travaillons beaucoup à travers des réseaux de bibliothèques ou bien l'édition de livres ou bien l'ouverture de bibliothèques, c'est de faire en sorte que la femme, le jeune, le garçon, la fille puissent trouver l'information dont ils ont besoin. S'ils sont artisans, s'ils sont teinturiers, d'avoir l'information dont ils ont besoin pour faire leur travail et gagner leur vie. Et par un moyen de culture qui est la bibliothèque ou le livre, ou la radio, ou la vidéo, ils peuvent renforcer leurs capacités et aussi mettre en valeur leurs talents, gagner leur vie et aussi rayonner, exister en tant qu'être humain et être reconnu dans la société, prendre part à leur société. Et ainsi, en nouant un dialogue à travers par-delà les océans et entre les continents, nous espérons contribuer à une citoyenneté internationale en faisant que des citoyens d'ici puissent aider d'autres personnes de là-bas à devenir citoyens. Au sujet de rencontres et d'ouverture, je pense qu'il faut que nous soyons conscients que particulièrement la culture, mais pas l'art, mais particulièrement la culture, est à double face. Ça peut être un mur, c'est quelque chose qui reflète une identité, mais ça peut aussi être un moyen d'enfermement et d'exclusion. Tu es de moi, de ma culture, et l'autre ne l'est pas. Donc, mais en même temps, ça peut aussi être un vecteur de rencontre. Et je pense que ce sont les arts qui sont vecteurs de rencontre et d'ouverture. Parce que peindre, chanter, écrire, ce sont des activités universelles, humaines, que nous faisons tous, mais nous ne le faisons pas avec les mêmes techniques. Et je peux apprendre de ta façon de chanter, de ta façon de danser, qui est différente de la mienne. En cela, l'art particulièrement permet la rencontre. Et ça se voit très souvent avec les musiciens ou avec les plasticiens. Ils n'ont même pas besoin de parler la même langue pour se comprendre. Ils dessinent, ils chantent et ils communiquent par les sons et ils se rencontrent ainsi. Donc particulièrement en ce qui concerne cette question d'ouverture et de rencontre, il est important de s'appuyer sur les expressions artistiques, sur les arts, la musique, la danse, la littérature, le conte, que sais-je, la teinture, la couture, le cinéma. On peut se rencontrer à travers ces techniques-là parce qu'on a différentes façons de les utiliser et on apprend beaucoup de choses. Nous sommes dans la ville où il y a la salle Olivier Messiaen et Olivier Messiaen s'était beaucoup intéressé aux gamelans de Bali, par exemple, et les a intégrés dans son travail musical.
Et donc voilà, les expressions artistiques permettent la rencontre, permettent de dialoguer de culture à culture par-delà les langues. En cela, elles sont moyens d'ouverture et de rencontre. Avez-vous quelques exemples de rapprochement et de mélange entre les peuples à travers l'art et la culture? Oui, il y en a beaucoup, surtout en cette période d'Internet où il y a des groupes transculturels qui se créent, notamment parmi les jeunes. Mais je pense particulièrement à la musique, surtout au domaine de la musique, bien qu'on pourrait situer un exemple plus ancien de rapprochement entre les cultures et à travers les arts, qui est l'exemple du cubisme avec Picasso et Braque qui sont intéressés à la statuaire et aux sculptures africaines. Mais je pense particulièrement à des exemples plus récents, comme le cas de la musique, dans le domaine de la musique, notamment à la rumba, qui est partie des forêts ou des rives de l'Afrique centrale, des populations bantoues, et qui sont partis avec les bantous déportés dans les Antilles et dans les Amériques, rencontrer les musiques européennes et particulièrement espagnoles pour créer une nouvelle musique qui est devenue la rumba cubaine, qui, en mélangeant les rythmes africains, les mélodies espagnoles et européennes, ont donné la rumba, et puis qui est revenue en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, par l'intermédiaire figurez-vous, de Grecs d'Égypte, qui ont migré en Afrique centrale et qui ont édité les premiers disques de rumba congolaise, et aussi par le biais de la puissante antenne radio de télévision de Brazzaville, qui permettait de faire entendre dans toute l'Afrique la rumba congolaise. Et donc là, on a une espèce de va-et-vient entre les peuples et les cultures, partis d'Afrique centrale, allés en Amérique centrale, revenus en Afrique et aussi en Europe, et même jusqu'en Asie, puisqu'on a des groupes au Japon qui font de la musique cubaine, notamment particulièrement de la salsa. La rumba est encore un genre et la salsa encore une autre. Donc on voit que les arts circulent, font se rapprocher les peuples. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les peuples, les cultures sont porteuses de richesses, et certaines richesses suscitent l'envie ou bien engendrent du mélange, et ça crée quelque chose de plus grand. On a 1 + 1 font 3, quelque chose de nouveau et plus grand que nous tous, et qui est plus universel également. Et là, on a le contraire de ce que je disais tout à l'heure, de l'art, plutôt de la culture qui pourrait être outil d'exclusion ou d'enfermement. Là, par contre, c'est un outil de rapprochement et de rencontre. En quoi la destruction de la culture peut-elle constituer une menace pour le vivre ensemble? En fait, je pense que si on détruisait la culture, on n'existerait plus en tant qu'être humain. Donc, je pense que derrière cette question, il y a l'idée de en quoi atteindre des objets porteurs d'une culture menace le vivre ensemble, ce qui est un peu différent. Parce qu'un être humain sans culture ne peut pas vivre. Ça me paraît impossible. Parce que être humain, c'est être porteur de culture. Mais par contre, ce qui peut être une menace pour le vivre ensemble, ce sont les expressions d'une culture qui sont détruites par les uns et les autres. Et très souvent, je dirais que les cultures sont instrumentalisées pour des raisons extra-culturelles. Et que c'est cette instrumentalisation-là qui amène l'un à porter atteinte à un objet porteur de l'identité de l'autre par volonté de le détruire. En fait, atteindre ou détruire des objets porteurs d'une culture, c'est un truchement, un moyen qu'on utilise pour atteindre l'autre, pour lui dire « tu me gênes » ou je ne veux plus vivre avec toi, disparaît de ma vue, disparaît de ma vie. Et ça montre la force des objets de culture et de la culture, parce que c'est par elle qu'on pense
non pas seulement détruire physiquement l'autre, mais l'éradiquer définitivement. Et en cela, moi, ce que je déduis de cela, c'est la force de la culture. Là aussi, vous avez quelques exemples, un exemple Ou- qu'on a vécu il y a quelques mois. Oui, par exemple, les destructions de Palmyre qui ont suscité beaucoup d'émotions dans le monde, qui représentent un peu le summum de la violence, ou qui indique clairement l'intention d'éradiquer toute trace de présence de l'Europe, par exemple, dans certaines zones du monde. C'est une façon de parler, c'est une façon justement d'exclure. Et c'est à travers ça qu'on voit en quoi la culture peut être aussi un outil d'exclusion. L'art et la culture peuvent-ils être des vecteurs pour l'éducation et pour susciter l'engagement citoyen des jeunes et même de l'ensemble des individus? Oui. Oui, je le disais tout à l'heure. Bon, d'abord, il faut dire qu'il faut distinguer art et culture. Je le redis. Et particulièrement, l'art, c'est de la technique d'abord. Et donc, qui suscite un apprentissage. Et permettre à quelqu'un de s'engager dans l'apprentissage d'une expression artistique, d'un art, de la musique, de l'écriture, de la sculpture ou des sports, etc., lui permet de s'exprimer, de se trouver, de se libérer. Et se libérer, c'est un mot essentiel pour être citoyen. C'est une notion essentielle. Vous ne pouvez pas être citoyen si vous n'êtes pas libre. Et l'apprentissage de l'art vous permet de vous exprimer, et vous exprimer vous fait citoyen. Pour ce qui concerne la culture, moi je dirais que c'est par sa faculté d'émancipation, de vous libérer ou de vous ouvrir le monde, de vous expliquer le monde, d'aller au théâtre, de comprendre comment les hommes vivent, les hommes et les femmes vivent, de comprendre leurs souffrances, de prendre du recul pour analyser notre vie. L'art permet de prendre cette distance-là, de comprendre, et en nous permettant de comprendre le monde, il nous permet aussi d'agir sur le monde et donc de devenir citoyen. Alors, en quoi il peut donner de l'engagement, c'est aussi à travers la capacité de son aptitude à nous donner la capacité de nous libérer. C'est-à-dire, je me libère, je parle et j'affirme mon adhésion à un mode de pensée, à un courant, à une façon de vivre, et je m'engage grâce à une musique.